le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Rioux. Auteur, coach, formateur et conférencier, il a étudié pendant plus de 20 ans les voies de la sagesse orientale auprès de maîtres spirituels de différentes traditions lama tibétaines, yogis indiens, moines et chamans. Il a été reconnu lui-même comme chaman. Il accompagne des groupes et anime des stages, établissant des ponts entre la sagesse des civilisations souvent oubliées et notre monde moderne. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont le best-seller « Réveillez le chaman qui est en vous » aux éditions Solar. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Arnaud. Bonjour Julien, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Moi je vais bien, je vais très bien. je vais très bien, très au calme en Bourgogne, dans mon moulin. C'est une période d'introspection qui, moi, me fait du bien et qui est favorable pour se poser, donc ça va vraiment bien. Cool. Je vais rappeler un peu pourquoi on fait ce live et pourquoi on te connaît. Nous, on s'est rencontrés notamment dans le cadre des films que j'ai réalisés, donc L'école de bonheur pour vous et L'école de la vie, une génération pour tout changer. De là, en fait, on s'est plutôt bien entendu. Le courant est bien passé. On a gardé contact. Ensuite, t'es venu au Festival pour l'école de la vie pour donner une conférence. T'es venu au Congrès Innovation en éducation. Enfin, en gros, on a gardé des liens comme ça. On s'appelle pas tous les jours, loin de là, mais la connexion est là. Donc Arnaud, pour les personnes qui te connaissent pas, parce qu'il y en a forcément qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené, par exemple, à être là aujourd'hui au Moulin? Quand on pose cette question, tu vois, quand je regarde en arrière, des fois il y a des événements qui nous arrivent, on se demande un peu pourquoi ça nous arrive, et c'est quand on prend le recul après qu'on se dit ah oui, tout était cohérent. Et dans mon parcours, moi, il y a eu plusieurs étapes. Il y a vraiment eu le théâtre, la mise en scène dans toute la première partie de ma vie. Il y a eu un changement de vie à 24-25 ans à la suite d'un accident où je me suis vraiment interrogé sur c'est quoi le bonheur pour moi. C'est ça aussi. Et quand on se pose cette question, ça nous amène à regarder à la fois en soi et puis aussi à regarder à l'extérieur ce qui peut nous aider. Et c'est ce qui m'a amené, moi, à m'intéresser à la méditation, au tantra, au bouddhisme. C'est ce qui m'a amené à voyager, à partir en Inde, au Tibet, en Mongolie, en Amérique du Sud, etc., pour rencontrer peut-être ceux qui avaient un peu trouvé la réponse à cette question, c'est quoi le bonheur ? Puisque le bonheur et la joie sont des choses totalement différentes et que c'est vraiment un état intérieur. Et de fil en aiguille, je me suis vraiment intéressé au bouddhisme et puis au chamanisme. Et voilà, dans mon métier, moi, j'accompagne les gens depuis 25 ans maintenant. J'écris aussi, dès que j'ai un moment, dès que j'ai du temps devant moi, j'écris. Je viens de sortir mon 14e livre, donc je passe beaucoup de temps à écrire. Et puis, je suis chaman aussi. C'est là aussi, on va en parler. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en 2020, d'être chaman ? Mais en tout cas, c'est ce que je fais de mes journées en ce moment. Avant qu'on commence le live, je t'ai demandé de me donner des livres que je pouvais comme ça recommander aux personnes qui nous écoutent. Donc, je vais les montrer. Donc, il y a Réveillez le chaman qui est en vous, qui est un livre qui est excellent, que j'ai lu. Il y a, donc là, c'est des cartes, l'oracle du peuple végétal, que tu pourras peut-être nous montrer, parce que je crois que tu vas récupérer. Et puis, il y a Jouer le rôle de ta vie. C'est les boutons que tu m'as recommandés. Alors, pourquoi ces trois-là, particulièrement pour le 14 ? C'est drôle parce que c'est les 3 premiers titres qui me sont venus. Jouer le rôle de sa vie parce que c'est mon premier livre et
on a toujours une affection particulière pour son premier livre, pour son premier film. Et c'est le moment où j'ai commencé à établir le lien entre la façon dont l'acteur crée son rôle au théâtre et la façon dont nous, on vit notre vie dans notre vie de tous les jours. Et qu'on va en choisir à la fois le texte, de façon à pas être figurant dans la vie des autres, mais vraiment agir, acter, prendre sa responsabilité, mieux se comprendre, mieux se connaître. Donc ça, c'était vraiment mon premier livre. Et puis l'oracle du peuple végétal, c'est le dernier. Donc c'est aussi celui qui me tient à cœur. Puis entre deux, réveiller le chaman qui est en vous, c'est peut-être celui dans les livres que j'ai écrits qui a permis vraiment une bascule où les gens ont plus commencé à me connaître et puis aussi à poser des questions, à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que le chamanisme? Qu'est-ce que ça veut dire le chamanisme en 2020? Et c'est pour moi un livre vraiment charnière aussi dans mon activité, parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai beaucoup orienté toute mon activité sur ce thème du chamanisme. D'accord. Bah, c'est une très bonne transition. Est-ce qu'on peut donner une définition au chamanisme? Parce que j'imagine qu'on pourrait faire un film d'ailleurs que tu as fait et qui va bientôt sortir. J'allais dire, c'est quoi le chamanisme pour vous? C'est ça. C'est quoi le chamanisme pour vous? Et je suis sûr qu'on aurait autant de réponses qu'il y a de chamans ou qu'il y a de voix chamaniques, parce que si on pose la question à un chaman mongol, il va nous dire que le chamanisme, c'est l'art d'incorporer ses ancêtres pour recevoir aujourd'hui le message de nos ancêtres qui ont vécu au XIIe, au XIIIe siècle, puisque les chamans mongols incorporent, et ils ont donc leur armure, on les voit, si vous avez vu le film de Corinne Sombrin, voilà, puis d'autres, voilà, c'est une façon. Mais ça, c'est la réponse des chamans en Mongolie. Si on pose la question aux chamans en Amérique du Sud, ou au Pérou, au Bolivie, au Mexique, ou au Brésil, bon, bah, c'est des guérisseurs qui vont à la fois établir les liens entre le message des plantes, entre le message du grand esprit pour se soigner, pour comprendre le sens de nos obstacles. Et puis si on pose la question à nos ancêtres les druides, ils vont nous dire que le chamanisme ou le druidisme, parce que c'est très très proche, c'est l'art de vivre avec la nature. Et si on pose la question, etc., puis si on pose la question à un chaman en 2020 ou en 2010 ou en 2000 ou en 1950, on n'aura pas non plus les mêmes réponses. Mais d'une façon générale, le chaman, ça reste un gardien de la terre. Ça, c'est une définition qui me correspond bien. Un gardien de la terre, c'est-à-dire réaliser, prendre conscience que la terre est vivante, que c'est vraiment une entité en elle-même, qu'elle est sensible, qu'elle a une mémoire, qu'elle vibre, qu'elle vit, et que donc tous les peuples, animal, végétal, minéral, humain et invisible, sont amenés à vivre ensemble en harmonie. Et le chaman, c'est celui qui réussit à identifier, à transmettre le message de ces peuples et de voir comment on peut vivre ensemble tous sur la Terre et dans l'univers d'une façon générale. Mais qu'est-ce qui t'a amené justement à t'orienter vers le chamanisme? Bah, souvent, c'est des évidences ou c'est des rencontres. C'est-à-dire que l'esprit du chaman, j'ai l'impression qu'il a toujours été en moi, que c'est une vibration qui était toujours très proche, une attirance vers la magie, vers l'invisible. Moi, quand j'étais gamin, je me sentais très connecté à l'invisible, très connecté aux esprits, très connecté aux dévas de la nature, très connecté aux défunts. Donc, il y avait quelque chose pour moi de naturel. La guérison, ça a toujours été quelque chose pour moi de naturel. Donc, je me suis aussi orienté vers différentes voies de guérison énergétique. Et puis ensuite, ça a été les rencontres. Quand j'ai rencontré les chamans, alors c'est vrai, qu'est-ce qui nous amène à aller rencontrer les chamans? Je crois que c'est un appel de l'âme. Et pour moi, il y avait vraiment une évidence de vouloir reconnecter, comme retrouver des frères et sœurs. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai rencontré les chamans, et surtout quand j'ai rencontré les chamans en Mongolie, parce que c'est là que ça s'est vraiment, vraiment renforcé, qu'eux-mêmes m'ont reconnu comme un des leurs, et que du coup, on a vraiment, vraiment travaillé ensemble. Donc pour moi, ça a été un passage successif. La méditation amène à la pleine conscience, amène à découvrir aussi tous les univers parallèles, et donc le chamanisme a été un prolongement naturel, et j'explore, moi, le chamanisme en étant
en restant pragmatique. Mais pragmatique, ça ne veut pas dire cartésien et ça ne veut pas dire matérialiste. Mais pragmatique, ça veut dire être vraiment les pieds sur terre et explorer les mondes de l'invisible avec discernement et avec circonspection, quoi. On avance doucement, on essaie de comprendre ce qui se passe. Mais si je prends cartésien Descartes, il écrivait ce dont il se souvenait dans ses rêves. Donc on peut être à la fois pragmatique et en même temps relié à l'invisible. C'est pas du tout incompatible pour moi. Effectivement, tu parlais de ce fameux film où il y a Cécile de France, c'est ça? C'est ça, c'est le film Un monde plus grand qu'a sorti Corinne Sombrin, enfin d'après l'histoire de Corinne Sombrin, et elle joue son rôle interprété par Cécile de France, l'histoire d'une femme, enfin ce qu'est l'histoire de Corinne Sombrin en fait, l'histoire d'une femme qui, journaliste à la BBC, un jour est amenée à partir en Mongolie et là sent une attirance très forte pour le chamanisme et puis décide de vivre, enfin est amenée vraiment par les esprits à vivre en Mongolie et puis elle y passe plusieurs années d'affilée. Et elle explore, et aujourd'hui, c'est les travaux de Corinne Sombrin, ça a été vraiment d'explorer l'effet de la transe sur le cerveau en lien avec la guérison. Et aujourd'hui, sa voie, c'est de travailler beaucoup avec les scientifiques pour comprendre les ondes alpha, θ, etc. Puis elle s'est rendue compte, par exemple, qu'en état de transe, elle était capable de générer des ondes au niveau de l'électroencéphalogramme qui correspondent à la schizophrénie, à la paranoïa, à la démence, etc. Et donc, elle était capable de rentrer dans ces pathologies et d'en ressortir au son du tambour. Donc, bien sûr, ça a beaucoup interrogé les scientifiques et elle, sa voix, c'est de faire un travail très, très, très scientifique et très, donc pour moi, qui fait beaucoup de bien au chamanisme, parce que je crois que le chamanisme a besoin d'être compris et il a besoin d'être incorporé dans notre culture, dans notre civilisation. Sinon, on court le danger de vivre un peu deux mondes et un monde de séparation. Et je crois qu'en ce moment, on vit une période de transition. Le monde d'avant, c'était le monde où tout était en silo. Il y avait la spiritualité d'un côté, il y avait l'économie de l'autre, il y avait le matérialisme d'un côté, il y avait la santé d'un autre, et tout ça était un petit peu en silo. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment de reconnecter tous ces univers et comprendre, par exemple, l'essence de la maladie, comprendre l'origine de la maladie, s'intéresser au pourquoi, qu'est-ce qui nous rend en bonne santé. Et donc, on va s'intéresser à partir de là aussi bien à notre nourriture physique, hein, les jus par extracteur ou d'autres, mais on va s'intéresser à la nourriture physique, mais on va s'intéresser aussi à la nourriture psychique. Qu'est-ce qui nous nourrit, qui va nous maintenir en bonne santé physique, psychique et sociale, puisque c'est la définition de l'OMS de la bonne santé physique, mentale et sociale. Donc on est vraiment dans une période que je trouve très intéressante pour ça, où on peut tisser, établir les liens et s'intéresser au chamanisme tout en s'intéressant à la science. Moi, je travaille beaucoup avec des physiciens quantiques, avec des chercheurs qui travaillent sur les neurosciences, et c'est très, très intéressant de voir comment on peut aujourd'hui expliquer scientifiquement, parce que la science a tellement bougé sur les 10-15 dernières années qu'on réussit à comprendre pas seulement ce que nous enseignent les chamans, ni la nature du travail des chamans, mais comprendre notre vraie nature et qu'on a en fait, moi c'est ma voix, qu'on a un pouvoir illimité et que ce pouvoir illimité, il est en sous-utilisation parce qu'on s'est coupé de nous au fil des siècles et que je crois que nos ancêtres avaient une meilleure connaissance d'eux-mêmes, avaient une meilleure connaissance qui était diffusée dans le grand public, que ce soit chez les Incas, chez les Aztèques, que ce soit dans les peuples premiers. Il y a une meilleure connaissance de notre potentialité qui est en train de décliner un peu parce qu'on se coupe de plus en plus de notre essence et de notre vraie nature. Je crois que c'est ça le pari d'aujourd'hui, c'est de retrouver ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu entends par pouvoir illimité ? Pouvoir illimité parce que l'énergie, elle est illimitée. Quand on regarde la nature, tout dans la nature est illimité. Si on regarde la façon dont les arbres, dont les fleurs se reproduisent, c'est infini. Chaque arbre donne des milliards de graines qui vont tourner dans une énergie libre et tout est amené à se développer. Et nous, en tant qu'humains, on est aussi amenés à se développer, à développer notre potentiel de création, d'imagination, de connaissance, de pouvoir intérieur, de puissance. Et on en est coupé
parce qu'on s'est coupé de nous, de nos capacités intuitives, par exemple. Moi, je travaille beaucoup sur l'intuition, je travaille beaucoup sur le message des rêves, je travaille beaucoup sur les principes de l'auto-guérison. Et ça, ce sont pour moi des systèmes qui sont vraiment sous-exploités. Je parle dans le grand public, bien évidemment, qu'il y a sûrement aujourd'hui des gens qui nous écoutent et qui sont très intéressés par ça et qui développent justement leur capacité à se soigner, à soigner par l'énergie. Il y a tellement le corps humain est en pouvoir illimité. On a une capacité d'auto-guérison incroyable qui est souvent très sous-utilisée. Bon, moi, ça a été mon expérience quand je suis tombé malade à 24 ans et que je me suis vraiment intéressé à toutes les médecines alternatives et au pouvoir de l'esprit sur la guérison. Et donc, j'ai ouvert des portes qui ouvraient sur d'autres portes, qui ouvraient sur d'autres portes. Donc, sur la guérison, on a quelque chose d'illimité. Sur l'abondance, on a quelque chose d'illimité. Ce ne sont que nos croyances qui nous limitent. Et puis, sur l'économie, on pourrait vivre beaucoup plus heureux si on faisait tourner l'énergie libre pour réaliser que, en fait, tout est là pour qu'on vive tous ensemble dans ce monde, ensemble, en bonne santé, en bonne abondance. Et ce sont essentiellement nos croyances et les systèmes qu'on a mis en place qui ont généré le fait qu'un tout petit nombre gagne 90% des richesses, alors qu'un très grand nombre en sont coupés. Donc ça veut dire qu'on a besoin de retravailler notre potentiel, et c'est là que c'est illimité, quoi, vraiment illimité. Il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est, tu disais, on nous a coupé. Qu'est-ce que tu entends par on nous a coupé? C'est qui nous a coupé? Qui nous a coupé? Bien sûr, c'est nous, parce que nous l'avons cru, mais je crois que toutes les croyances qu'on peut avoir sur nous, moi, pour accompagner, depuis 25 ans, j'ai accompagné un peu plus de 20 000 personnes en stage, et les phrases que j'entends le plus souvent, c'est « je ne suis pas capable »,« je ne mérite pas »,« je ne suis pas digne »,« j'y arriverai pas ». Donc oui, ça va être notre culture moderne, occidentale, ça va être les croyances qu'on a sur la santé, par exemple. C'est normal, quand on vieillit, on est de plus en plus malade. Ça, c'est une croyance. Moi, j'ai étudié avec des chamans, avec des yogis qui, à 95 ans, je n'arrivais pas à les suivre dans la montagne parce qu'ils avaient justement incarné les règles de la santé en eux, et donc ils étaient en parfaite santé, et ils enseignaient comment rester en bonne santé par le yoga, etc. Et nous, on s'est effectivement coupé de ces lois spirituelles qui sont des lois naturelles. Et donc, ça a été notre civilisation qui a été quand même très matérialiste, qui est très matérialiste, qui nous a fait croire beaucoup au pouvoir de la matière et qui a généré des personnalités souvent avides d'avoir plus. Et là, je fais un lien, pardonne-moi, avec le documentaire. C'est quoi le bonheur pour vous? Je crois que c'est une question fondamentale à se poser parce qu'on s'est fait croire, ou on nous a fait croire, l'intérêt des multinationales ou d'autres, peu importe, mais on s'est fait croire que le bonheur, c'était d'avoir de l'argent, un petit pavillon, et puis voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le bonheur. C'est complètement autre chose. Donc, le bonheur, c'est un état vraiment intérieur qui va nous permettre d'avoir un regard sur nous et sur le monde dont on est acteur. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose de complètement nouveau. Et je crois qu'on est dans cette période où on peut se réinventer et repositionner nos croyances. Là, c'est magnifique. Hein, la période est propice à ça. Bah oui, c'est clair. Est-ce que tu penses que, justement, moi je fais partie des gens, tu le sais, hein, qui pensent que tout part de l'éducation, justement. Est-ce que tu penses qu'il y aurait justement cette possibilité d'amener cette conscience-là, cette richesse, en fait, qui est autour de nous, tu vois, je pense notamment à des professionnels comme toi, à tout ce champ, en fait, d'outils qui est autour de nous. Est-ce que tu penses que c'est envisageable d'emmener ça dans le monde de l'éducation, dans notre système actuel, quoi, peu importe le pays, hein? Alors, pour moi, sans aucun doute, si on élargit l'éducation, il y a l'école, mais il y a aussi les parents, la famille, la société, etc. Et c'est certain que l'éducation, là je schématise un peu, mais quand même notre éducation scolaire, elle est liée, elle s'appuie sur la comparaison, il faut être le meilleur que l'autre, elle s'appuie sur la notation, elle s'appuie sur une forme d'unité, il faut vraiment... et puis elle part du principe qu'on ne sait rien et que l'enseignant va nous apprendre. Le chaman, il parle exactement de l'inverse. On sait tout et on a besoin de se rappeler qu'on sait tout.
Un enfant, il n'a pas besoin qu'on lui apprenne à marcher, il n'a pas besoin qu'on lui apprenne à parler, il apprend naturellement parce que c'est sa nature, il est câblé pour ça, il est câblé pour apprendre, un enfant. Et simplement, il y a des choses qui l'intéressent à apprendre, il y a des choses qui vont moins l'intéresser. Donc, chaque enfant est unique, utilise des biais cognitifs différents. Et notre rôle d'éducateur avec un grand E, ça serait d'accompagner chaque enfant à réaliser sur la Terre son potentiel. Et on est là tellement différents, avec des personnalités. Moi, je rencontre de plus en plus de parents très démunis, parce qu'on a d'un côté des enfants, par exemple, de plus en plus sensibles, qui ont une sensibilité proche de la médiumnité, et un système scolaire de plus en plus mental, c'est-à-dire que voilà, l'ordinateur, par exemple, rentre de plus en plus tôt dans la vie scolaire. La notation arrive de plus en plus tôt dans la vie scolaire. Et ça, c'est un système éducatif qui coupe, par exemple, l'enfant de son autonomie. Là, quand j'étais en Mongolie, je parlais beaucoup avec les éleveurs, les familles. Quand on regarde comment ça fonctionne, l'éducation avec les nomades, avec les Mongols, c'est très intéressant. Ça marche par des périodes de 3 ans. C'est de 0 à 3 ans, l'enfant, c'est un bébé. C'est un bébé, il doit être protégé, sécurisé pour que sa confiance en lui et son estime de lui soit au maximum. Donc ça veut dire il est porté tout le temps, il dort entre les parents, il est dans la yourte, il est vraiment complètement rassuré tout le temps. Et puis à partir de 3 ans, c'est le moment où on rentre dans un nouveau période de 3 ans. C'est la découverte par tous les moyens. Et là, l'enfant va marcher, courir, sortir, découvrir les animaux, on va l'emmener partout, on va développer ça. De 6 à 9 ans, c'est la période où on va vraiment lui apprendre comment monter à cheval, comment traire les vaches, comment rassembler les moutons, Et puis de 9 ans à 12 ans, c'est le moment où il a une responsabilité au sein du foyer. Donc, il commence à savoir, c'est lui qui va être délégué pour aller ramasser les bousses, pour faire le feu. C'est lui qui va être délégué pour ramasser du bois. C'est lui qui va être délégué pour préparer à manger, pour préparer le lait, etc. Et puis, à 12 ans, il est autonome. Mais autonome, ça veut pas dire capable de mettre un plat surgelé dans le micro-ondes. Ça veut dire capable de prendre son cheval, de partir au galop, d'aller trouver un mouton, de l'égorger. C'est ça, autonome. Capable de se repérer dans les plaines, Et nous, on a tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire, on veut rendre les enfants autonomes à 2 ans. Quand il pleure, laisse-le pleurer, il se fait les dents. Et puis ensuite, à 15 ans, on dit arrête de partir si loin, on veut le ramener au nid. Donc, on fait simplement les choses un peu loin du bon sens, parce que quand on regarde, moi, mon maître, c'est la nature, dans tous les peuples, il y a toujours ça, les dauphins, les kangourous, les enfants, on les sécurise dans un premier temps, et une fois qu'ils sont sécurisés, on les tourne vers l'extérieur. Donc, je crois qu'on a besoin de réinventer l'éducation, et je sais le travail que tu fais, l'engagement que tu as par rapport à ça, et le rôle que tu joues, parce que moi, je rencontre beaucoup d'enseignants qui sont curieux, qui veulent enseigner différemment dans un système scolaire, je parle du système traditionnel français, qui est un peu lourd à bouger parce que c'est un système. Et le système de départ, c'est les enfants sont vides et on va les remplir avec de l'enseignement. Ça, c'est un concept. On peut aussi partir sur un autre, c'est que les enfants sont pleins et on va les mettre en confiance pour qu'ils s'ouvrent vraiment sur une pédagogie du 3e type, comme dirait Colo. Oui, c'est clair. Tu parlais que, justement, et ça, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'est pas au courant, qu'il y a quand même des études, il y a des scientifiques qui s'intéressent au monde du chamanisme. Moi, je t'explique pourquoi je voulais en parler aujourd'hui, si on n'en a pas parlé, en fait, parce que je trouve, moi, j'ai créé mon entreprise en 2003. Donc, depuis 2003, il y a plus de 17 ans qui sont écoulés. Et donc, à mon sens, il y a vraiment des prises de conscience qui se sont accélérées. Les gens sont beaucoup plus réceptifs au yoga, à la méditation, à la sophrologie. Enfin, il y a plein de mots comme ça qui sont un peu démocratisés. Et j'ai le sentiment que de plus en plus, le mot chamanisme, justement, se démocratise, grâce probablement peut-être au film avec Cécile de France, puis à d'autres acteurs comme toi, etc. Mais encore à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il y a, pour être sympa, peut-être 30% de la population qui est assez ouverte, en fait, qui se dit, allez, pourquoi pas, effectivement,
Euh, Juste le pourquoi pas, en fait, ça serait déjà énorme, tu vois, une preuve d'ouverture, quoi. Et le fait qu'il y ait des scientifiques qui s'intéressent à ce phénomène, pour moi, c'est important pour les gens qui nous écoutent parce qu'on accorde beaucoup de crédit maintenant dans notre société aux scientifiques. Dès qu'il y a un scientifique qui s'intéresse à quelque chose, ah ben voilà, c'est bon, en fait, on valide le process. Donc, est-ce que tu peux développer un peu cette partie? Est-ce que tu as plus d'informations à nous donner à ce sujet? Moi, quand j'ai écrit ce livre, Réveiller le chaman qui est en vous, je me suis vraiment posé la question parce que c'était loin d'être une évidence. D'ailleurs, au départ, c'est mon éditeur qui m'a dit, écoute, ça serait bien que tu écrives sur le chamanisme parce que tu en parles beaucoup en privé, etc. Et moi, ma réaction, ça a été de dire non, le chamanisme, c'est un enseignement oral, c'est réservé à quelques-uns, etc. Et à l'époque, on parlait beaucoup moins du chamanisme qu'on en parle aujourd'hui. Et j'ai dit, si jamais j'en parle, c'est surtout pas, moi je ne voulais pas qu'on se dise, ah ça y est, Rilou, c'est un chaman, qu'est-ce que c'est, etc. C'est pour permettre à chacun de réveiller le chaman qui est en vous. Et quand j'ai dit ça à mon éditeur, elle m'a dit, super, tu as déjà trouvé le titre, maintenant il n'y a plus qu'à l'écrire. Et si je fais ce pont, et je crois que à mon petit niveau, j'ai contribué à rendre en France, en tout cas, le chamanisme plus accessible, à le comprendre davantage, c'est qu'il ne s'agit pas pour moi de mettre les chamans en se disant waouh, il y a des êtres d'exception sur la Terre, parce que bien sûr, les chamans sont des êtres d'exception qui ont fait un travail sur eux énorme, qui ont une culture qui correspond à ça. Moi, j'ai appris avec des chamans qui ne mangent plus depuis des années, qui vivent dans la forêt, qui ne se soignent qu'avec des plantes, qui sont capables, donc qui ont une forme de pouvoir qui correspond à leur tradition, à leur culture et à leur lignée aussi. Mais force est de constater que cette transmission, elle est en train de décliner complètement parce que les chamans en Mongolie quittent de plus en plus les steppes pour se rapprocher d'Oulan-Bator et des grandes villes, parce que les chamans d'Amazonie sont de plus en plus décimés, etc., parce que les chamans ou les hommes médecine amérindiens ont perdu leur culture en partie. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on est dans une période de transmission d'une forme d'un chamanisme. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas simplement de se mettre une plume dans les cheveux en disant « ça y est, je suis chaman », mais de comprendre qu'est-ce que c'est que le chamanisme, en quoi ça peut nous aider aujourd'hui en 2020. Et quand on s'intéresse au chamanisme, qu'est-ce qu'il fait le chaman? Il apprend à soigner, donc à se maintenir en bonne santé, et là on a beaucoup de choses à apprendre par rapport à ça. Il apprend que tout ce qui vibre est vivant, et que donc le végétal a une mémoire émotionnelle, que le végétal communique, que le minéral communique. Et ça, pour nous, dans une science datant d'il y a 30 ans, c'est inimaginable. Mais pour revenir, nous aussi, 40 ans en arrière, moi, quand j'étais gamin, que j'avais 10 ans, il y a un documentaire qui est sorti, que beaucoup de personnes de ma génération ont vu, qui s'appelait « Le bébé est une personne ». Et là, c'était un documentaire, je ne me souviens plus des réalisateurs, qui disait, voilà, la science vient de montrer que les nouveau-nés sont capables d'émotions, peut-être même de sentiments, qu'ils ressentent quelque chose quand ils crient, ce ne sont pas que des tubes digestifs. Et d'un seul coup, pour nous, c'était une révélation. Et là, je parle, ce n'était pas le Moyen-Âge, c'était il y a 40 ans. Et parce qu'à l'époque, un bébé, ça ne sentait pas, ça ne percevait pas, il pleurait, on le mettait de côté, point barre. Et puis après, la psychologie, les Dolto, etc., enfin tous les psychologues, les philosophes se sont intéressés et se sont rendus compte que oui, le bébé a toute cette... Mais l'humain, nous-mêmes, on s'intéressait pas au développement personnel, on travaillait, on souffrait, bah oui, dans la vie, on souffre, point barre. Et puis on a commencé à s'intéresser, c'est-à-dire que la psychiatrie, qui ne traitait que les fous à l'origine, les démons, s'est ouvert à la psychanalyse, s'est ouvert à la psychothérapie, s'est ouvert au développement personnel. Et d'un seul coup, on est devenu de plus en plus compréhensif sur la nature humaine, la nature du cerveau, et les neurosciences se sont développées incroyablement sur les 30 dernières années. Et c'est la même chose sur le peuple végétal et minéral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai fait beaucoup d'expériences avec des scientifiques en Hollande ou ailleurs, où on a découvert que le peuple végétal était capable d'une mémoire émotionnelle, était capable, quand on pose des électroencéphalogrammes sur des plants de tomates et qu'on a l'intention d'écraser des plants de tomates dans la même serre,
le plant de tomate réagit à ces ondes électrosensibles. Donc ça veut dire que et il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites qui nous montrent que les végétaux ont une sensibilité, une mémoire émotionnelle, qu'ils communiquent entre eux. Alors les animaux, on le savait il y a déjà 20 ans qu'on a vu que les animaux étaient capables d'empathie, de solidarité. On a vu des lionnes prendre soin d'un bébé babouin, on a vu des canards nourrir des carpes, on a vu des bourdons aller sauver un bourdon dans une toile d'araignée. Donc tous les animaux sont capables d'empathie, de solidarité, de sensibilité, de mémoire émotionnelle. Aujourd'hui, on réalise que les végétaux, c'est pareil, c'est aussi sensible. Quand on arrache un arbre, il souffre. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Donc la science, mais souvent on dit scientifiquement, tu as des preuves, et on parle souvent de preuves qui sont dans le grand public il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, intéressons-nous aux travaux de Greg Braden, de Bruce Lipton, de tant d'autres, de Nassim sur la conscience. Ça nous ouvre d'un seul coup sur d'autres perspectives, et je crois que la science en ce moment est en train de faire un bond quantique. On réalise qu'on est capable de changer la matière par notre pensée, on réalise les capacités intuitives, les capacités prémonitoires, et ça nous fait un bond. Et je crois que les années 2020-2030, on va avoir un bond sur l'énergie libre, par exemple. Qu'est-ce que c'est l'énergie libre? Qui est cette énergie qui est partout dans la nature, et si on réussit, nous, à la mettre à notre service, c'est-à-dire au service de l'humanité, c'est là où on va faire un bond quantique. On n'aura plus besoin ni du pétrole, ni du charbon, et on va faire ce bond quantique. Donc je crois que c'est vraiment toujours une phase de curiosité. Mais il y a tellement de documentaires en ce moment qui s'ouvrent, sur la conscience, et là, en étant un petit peu curieux, on découvre énormément de choses sur la conscience humaine et donc sur notre propre nature. C'est pour ça que je trouve cette période fascinante et magnifique. C'est une bonne transition d'ailleurs, parce que tu prépares un film depuis un petit moment. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Je prépare un film parce que quand j'ai découvert les pratiques des chamans en Mongolie, je me suis dit, mais c'est tellement important de transmettre ça. Et puis quand je transmets par les livres, moi j'adore écrire, mais il y a un petit peu une frustration, c'est que je trouve que le film rajoute tellement d'images, d'émotions, vient toucher tous nos sens. Donc j'ai eu envie de créer ce film, de réaliser ce film qui s'appelle Etugen. Donc on est en train de travailler dessus, on l'a commencé il y a un peu plus de 2 ans, c'est très long de réaliser un film, et on établit le lien entre le message des chamans et le monde moderne, que ce soit sur le plan scientifique, que ce soit sur le plan écologique, que ce soit sur le plan économique. Et donc on a tourné en Mongolie, on devait tourner en Amazonie, mais avec les raisons qu'on sait, on n'y est pas allé. Et donc on a interviewé des chamans japonais, néo-zélandais, maoris. Il y a énormément de chamans, mais il y a aussi des scientifiques, il y a des économistes, il y a des philosophes. Et donc on fait vraiment un témoignage pour comprendre, intégrer davantage le chamanisme dans notre monde moderne. Donc on espère sortir le film, on est bien parti pour le sortir au printemps, et puis là ça va se diffuser à partir du printemps, ça sera bien. Chouette. Tu peux nous rappeler le nom? Etugen. Etugen, c'est la déesse de la terre en Mongolie. Et il est dit que c'était le nom d'une montagne. Et quand cette montagne était contrariée, elle avait des soubresauts, parce que quand on était négligent avec la terre, la montagne avait des soubresauts, et que ça créait des tremblements de terre et des tsunamis et des typhons. Et donc là aussi, les choses sont tellement bien faites. Là, en ce moment, la montagne ou la terre-mer est tellement bouleversée, quoi. Il y a autant de plastique. En 2020, il y a autant de plastique dans les océans qu'il n'y a de poissons. On a exterminé 90% de tout le peuple souterrain, des insectes souterrains. Enfin, je ne vais pas refaire le laïus écologique, on le sait tous. Mais par contre, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant et comment on peut changer nous-mêmes. Et c'est notre génération, c'est nous qui avons généré. C'est pas dans 20 ans qu'on va se dire, tiens, les terres sont stériles, ça sera trop tard. Donc, ça va nous demander une remise en forme vraiment importante de qu'est-ce qu'on veut faire dans ce monde. Et la question du bonheur, je fais le lien. Est-ce qu'on peut être heureux dans un monde qu'on a complètement détruit, quoi? C'est impossible. On n'est pas séparés les uns des autres. Donc, on est obligé, à un moment donné,
de synthèse à l'écologie. Là aussi, il y a 20 ans, c'était un petit parti d'être écologiste, c'était les écolos. Enfin, mais aujourd'hui, on est obligé d'être tous écologistes. C'est le seul combat qui ait du sens. C'est parce que voilà, tous les autres vont en découler. Le réchauffement climatique, le déplacement des populations, tout ça, on est tous concernés par ça. Qu'on vive dans la Terre. Et là, maintenant, on s'en rend compte. Avant, on se disait c'est loin de chez nous. Mais loin de chez nous, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Il y a juste la Terre et on en prend mieux conscience. Donc, c'est ce qu'on n'apprend pas par la douceur, on l'apprend par la douleur. Tu as le privilège d'être en contact avec moi, ce que j'appelle les grands maîtres spirituels, un peu partout dans le monde, de ces échanges que tu peux avoir avec eux, de ce que tu vis avec eux. Est-ce que tu penses qu'il y a un message à transmettre derrière tout ça? Est-ce que eux te transmettent des messages qu'ils aimeraient justement que ça soit diffusé à travers le monde? Comment ça se passe en fait quand tu es en contact avec eux? Parce que, comme tu dis, c'est quand même, on sait bien qu'ils sont en train de s'éteindre de jour en jour et que probablement que cette richesse culturelle et spirituelle va disparaître. Est-ce que toi, je sais pas, t'as quelque chose à nous dire à propos de ça, de toutes ces rencontres? Oui. On compare souvent le chamanisme, on pourrait dire la même chose, de la sagesse d'une façon générale, on la compare souvent à l'eau. Et l'eau, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un torrent, ça peut être un lac, ça peut être de l'eau croupie, ça peut être de la pluie, ça peut être de la vapeur. Et le chamanisme s'est passé un peu par toutes les phases et pendant très longtemps, c'est resté un petit peu comme de la vapeur. C'est-à-dire que c'était là sans être incarné. Et là, ça reprend son flot. Et le message que j'ai des chamans, d'une façon générale, et peut-être ça va rééquilibrer l'état dans lequel on est. Moi, je sens que les gens aujourd'hui sont très, très inquiets parce que si on reste sur un plan horizontal, on va être très inquiet en se disant mais alors qu'est-ce qu'on va faire, et le masque, et l'épidémie, et le confinement, et donc c'est anxiogène, et il y a quelque part, il n'y a pas d'espoir, enfin il y a quelque chose qui reste quand même très, très sombre dans tout ça. Par contre, si on s'aligne au niveau vertical et qu'on se rappelle qu'on vit de toute façon une transition. On ne pouvait pas continuer ce monde comme on vivait, on allait dans le mur, on y est déjà. Et on a besoin d'une grande, grande transformation, et si on est là en ce moment, c'est que nous sommes, nous, la génération de cette grande transformation, et comme il y a eu la chute de l'Empire romain, la chute des Ottomans, là, on vit la chute d'une civilisation et la naissance d'une autre. Et plus on va être dans un axe vertical à se rappeler qu'on a une chance incroyable, c'est nous qui on a ce potentiel de pouvoir transformer le monde. Et là, à ce moment-là, oui, ça a du sens. Mais quand on quitte un vieux costume, une vieille maison, et qu'on n'a pas encore la nouvelle, on se dit mais c'est pas confortable, je veux pas. Et là, on est dans cette période-là, on est au cœur de ce pic-là. Les astrologues diraient c'est le début de l'ère du Verseau. Une ère, ça dure 2150 ans, donc on est à la fin de l'ère du Poisson, on rentre dans l'ère du Verseau, et c'est cette période vraiment de transition qu'on est en train de vivre en ce moment. Et là, les chamans, pour ça, eux, nous encouragent vraiment à se dire, c'est pas le moment de décourager, on est au cœur de laisser le vieux truc qui nous encombrait. Quelqu'un qui nage et qui est accroché à une vieille barque toute coulée et qui ne veut absolument pas la lâcher alors qu'il y a un magnifique navire qui est à côté. Mais on a besoin de lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. Et là, on est exactement à ce moment-là, vraiment. Qu'est-ce que tu pourrais recommander justement à ces personnes en fait qui nous écoutent là et qui vont écouter aussi plus tard, parce que ça sera en replay? Parce qu'évidemment, dans ce que tu dis, moi, tu prêches un convaincu, c'est ce que je dis avec d'autres mots aussi. Quand on m'interviewe, quelles recommandations tu pourrais donner à ces personnes qui, fondamentalement, pensent que, comme le disait Gandhi, ok, j'ai compris, il faut que je sois le changement que je veux voir dans le monde. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire chacun à leur niveau? Concrètement, la première chose, c'est de s'informer, de se documenter, de regarder avec le discernement, de changer nos sources d'informations. Ça, c'est très, très important. D'aller chercher, il y a tellement de sources sur Internet, Alors, ça va nous aider à développer le discernement, mais on n'est jamais dans une intelligence globale en n'ayant qu'une seule source d'information. Donc, d'être curieux, d'échanger entre nous et de nous-mêmes ne pas être... Moi, j'aime bien poser ces deux questions-là. Quand il y a eu ce documentaire, je ne vais pas trop revenir dessus, mais juste en deux phrases, quand il y a eu ce documentaire
Hold Up qui est sorti, ça a tout de suite fait la dualité. Ceux qui disaient c'est incroyable, et d'autres qui disaient mais non, comment dire, c'est des fake news, etc. Et moi, j'aime bien, à chaque fois que je regarde un documentaire, me dire et si c'était vrai, et de me dire et si c'était faux. Donc, quand j'écoute les médias officiels, je vais dire et si c'était faux ou et si c'était vrai. Et quand j'écoute des médias alternatifs, je me dis et si c'était vrai ou et si c'était faux. Donc, déjà, de prendre cette perspective de façon, parce qu'on va avoir besoin, de toute façon, pour concevoir, c'est Einstein qui disait, ce n'est pas en étant dans l'état d'esprit dans lequel on était qu'on va résoudre un problème, mais on a besoin de changer de paradigme. Donc la première chose, c'est d'ouvrir notre esprit en se disant et si c'était vrai et si c'était faux, parce que je crois que les changements qui nous attendent dans les 10 ans qui viennent, ils sont phénoménaux. Si je parle de l'énergie libre, par exemple, qui sera vraiment l'alternative à mes yeux, et donc ça va nous demander d'ouvrir complètement notre potentiel, parce qu'on se dit mais c'est pas vrai, je n'y crois pas. Intéressons-nous à ça. Donc se documenter, en parler, échanger avec nous à tous les niveaux. Ensuite, il y a nos actions nous-mêmes au quotidien. Et là, il y a tellement de choses pour développer les circuits courts. C'est-à-dire prendre la responsabilité. Aujourd'hui, si on achète un t-shirt à 3 € dans telle boutique, d'être conscient que si on l'achète à 3 €, ça veut dire qu'il a été fabriqué par les prisonniers chinois ou par les enfants indiens. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc, se poser la question, qu'est-ce qui fait que quel est l'impact et la responsabilité en tant qu'humain quand j'achète ça, quand je dis ça, quand je fais ça? Et donc, être vraiment attentif au niveau de l'alimentation, au niveau de ce qu'on achète, privilégier les circuits courts, moins de chimie, plus de commerce équitable, plus de commerce en circuit court, en local, en régional. Avoir cette phrase de Colin Serrault, voir globalement et agir localement. Et là, déjà, si on fait ça, on va déjà nous bouger les choses. Et puis ensuite, moi, je suis très attentif sur les pensées qu'on génère. Ne pas être contre, mais être pour quelque chose. Si je prends l'éducation, par exemple, c'est un sujet très délicat, c'est un sujet sensible, mais bien sûr, ça peut être important d'aller manifester dans les rues, mais quel modèle éducatif, comment on peut inspirer les enseignants qui vont inspirer leur recteur d'académie, qui vont inspirer les ministres, on a tous en fait un potentiel d'influence très fort. C'est valable pour l'éducation, c'est valable pour la santé. Au niveau de notre santé, si d'un seul coup on prend notre santé en main, qu'on s'intéresse aux façons de rester en bonne santé, on va contribuer à changer le système de santé en France. L'économie, c'est pareil. Si on privilégie plutôt les banques équitables, plutôt que... On va jouer comme ça. Il y a certaines banques plus locales, plus mixtes, donc c'est faire en sorte d'être beaucoup plus conscient et dans notre quotidien, sur les déchets, sur le tri des déchets, etc., à tous les niveaux, on peut agir. Et plus on sera nombreux, parce qu'on est tellement nombreux sur la Terre et à se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et il y a tellement d'actions, justement, qu'on peut réunir et qu'on peut incarner, et c'est le moment de le faire. On vit là en ce moment une période qui est, comme tu le soulignes, qui est quand même très particulière, qui est très anxiogène, où on peut effectivement se sentir pas très bien, un peu démuni de tout ce qui se passe. Malgré ce contexte, selon toi, quelles sont toutes les raisons d'être optimiste pour le futur ? Toutes les raisons d'être optimiste, c'est que la meilleure raison, c'est que le pessimisme, ça ne marche pas. Ça nous emmène au mur. La deuxième raison, pour paraphraser Voltaire, c'est qu'être optimiste, c'est bon pour la santé. Voilà. Quand on regarde le passé, on a deux moteurs, en fait. Le premier, c'est la peur. Le deuxième, c'est le désir. Plus on a de désir, moins on a de peur. Plus on a de peur, moins on a de désir. Et dans toutes les situations, quand on regarde, quand tu as lancé ton film, tu devais avoir la trouille au ventre de te dire « Oh, je ne vais pas me lancer dans un film, c'est difficile, c'est cher, c'est lourd, etc. » Et puis en même temps, il y a un désir qui est plus fort. Mais quand on regarde dans le passé, toutes les fois où on a eu peur sur des choses qui ne sont jamais arrivées, il y a tellement de choses où on se dit « Mais si ça arrive ?» Et comme pour les chamans, on attire ce en quoi on croit. Plus, dernièrement, quelqu'un me contactait en me disant « Mais comment on va faire si les vaccins sont obligatoires et qu'on ne veut pas être vacciné pour voyager ?» Ma réponse est simple, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin obligatoire. De toute façon, il n'y a pas de vaccin tout court. Donc la question ne se pose pas. Et quand elle se posera, à ce moment-là, on verra. Mais quand j'avais 10 ans et que je me disais « Mais comment je vais faire si je dois prendre le train tout seul un jour ?»
Ça ne se posait pas, j'avais 10 ans. Mais par contre, quand j'ai été en âge de prendre le train tout seul, j'avais acquis la maturité pour prendre le train tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans 3 mois? Moi, je n'ai pas la réponse aux questions. Mais si on m'avait dit il y a 1 an, Arnaud, tu vas être confiné pendant 6 mois, ton film, tu ne pourras pas partir au Brésil, tu ne pourras pas faire tes stages, je serais rentré dans une panique, c'est certain. Donc, je n'aurais même pas pu l'imaginer. Je me serais dit, non, tu es complotiste, ce n'est pas vrai. Et pourtant, quand ça arrive, moi, je n'ai jamais autant communiqué que pendant le confinement. Je n'ai jamais autant développé mon activité que pendant le confinement. Je me suis jamais senti autant libre que depuis que je suis interdit de sortir. Donc, c'est parce que la parole devient plus directe, devient plus... Donc, quand on a de la peur, c'est une émotion saine, c'est de descendre soi pour se dire quel est le besoin qui est menacé par cette émotion à laquelle je tiens vraiment. Si, par exemple, j'ai peur de ne plus être libre, donc ça veut dire que je considère que j'ai besoin de liberté et comment je peux incarner ma liberté au quotidien, dans mes relations, dans ma liberté de parole, dans mes choix, dans mon métier, etc. C'est vraiment utiliser les émotions pour se dire qu'est-ce que nos émotions nous disent à nous. Et là, à ce moment-là, on va bénir cette période que certains trouvent anxiogène, qui ne l'est pas en droit, mais qui nous apprend quelque chose. Oui, c'est clair. Est-ce que toi, dans ton quotidien, Arnaud, tu as mis en place, moi, ce que j'appelle une routine? Tu vois, je te disais, par exemple, ce matin, moi, je me suis changé l'extracteur, et moi, j'ai mis en place une routine dans ma vie depuis une vingtaine d'années. Parce que je pense que c'est parmi les mécanismes justement qui nous permettent d'être bien dans notre corps, d'être bien dans notre tête, peu importe les événements qui sont autour de nous, parce que on est parti du principe que la priorité avant tout, c'était d'abord s'occuper de nous, quoi. Est-ce que toi, tu as cette routine aussi que tu mets en place dans ton quotidien qui pourrait peut-être inspirer les gens justement qui nous écoutent? C'est certain que j'en ai une et c'est une routine qui se développe, une pratique qui se développe encore plus maintenant. On a à peu près dans notre journée, dans les actions qu'on fait, 3 à 5% des actions qui sont nouvelles sur les nouveaux paradigmes. Tout le reste, c'est des répétitions d'habitudes du passé. Donc ça veut dire qu'on agit comme ça parce qu'on le faisait hier. Même si c'est idiot, même si c'est débile, oui, mais c'est comme ça que ça se fait. Donc si on veut se changer, il faut changer son état d'esprit. Donc moi, je commence comme ça dès le matin. La première chose, je commence même la veille au soir, mais avant de m'endormir le soir, par exemple, il y a la partie consciente, la partie inconsciente. Moi, j'ai besoin de nourrir le lien avec mon inconscient, la partie de moi qui sait. Et donc, toutes les nuits, avant de m'endormir, je fais ça avec un verre d'eau, et puis c'est juste une façon d'engrammer, de créer un repère. Je pose une intention, je dis voilà, je demande pendant la nuit à mieux communiquer avec mon inconscient, à mieux communiquer avec ma nature profonde et réactiver les codes ADN des qualités dont je vais avoir besoin demain. Et puis, j'écris ça sur un papier. Je plie le papier en 2, en 4. Je pose un verre d'eau dessus, je bois la moitié du verre et je pose le verre dessus. Et puis, je laisse passer la nuit, je m'endors. Et le matin, quand je me réveille, la première chose, je me réveille pas trop vite. Je prends le temps de rêver. Tiens, c'est drôle ça ce que je dis. Je prends le temps de me souvenir de mon rêve. Et en disant ça, je me souviens que cette nuit, j'ai rêvé que j'accompagnais un groupe et que c'est drôle parce que j'y pensais pas du tout au début de l'interview. Mais en fait, c'est le rêve que j'ai fait cette nuit. J'étais avec un groupe et on m'avait invité dans une école. Et l'école, il y avait une course, il faisait une course. Et puis, je voyais un petit enfant qui était bien parti. Puis, au bout de 10 mètres, il disait « Oh, je suis fatigué ». Il commençait à ramper par terre en disant « Je suis fatigué, je suis fatigué ». Et tout le monde lui passait derrière et lui passait devant. Et puis, à un moment donné, il voit que tout le monde lui a passé devant. Et il y avait un autre petit enfant tout petit qui courait derrière, mais alors tout doucement, tout doucement. Et celui qui était au sol le regarde et décide de se lever et il continue à courir. Et après, moi, j'étais là, je l'accompagnais, je lui dis « Qu'est-ce qui fait que tu as trouvé l'énergie de te relever à courir ?» Tu vois, c'est que tu as trouvé une motivation. La motivation, c'est que tu ne voulais pas être le dernier. Donc, dans la vie, on a besoin de trouver des motivations. Et c'est drôle parce que ça fait le lien avec ce que j'ai dit au début de l'interview sur la motivation qu'on va donner à chacun. Et là, pour prendre l'exemple, c'est en live, mais cette nuit, j'ai demandé à me reconnecter avec l'intuition. Donc, ça veut dire que pendant la nuit, l'interview peut-être qu'on fait ce matin, moi je ne prépare jamais mes interviews, mais par contre, ça va inconsciemment
me donner des infos parce que la vie est très très bien faite. Donc ça, c'est vraiment un rituel que je fais. Et le matin, je bois la deuxième partie du verre d'eau et je remercie d'avoir renforcé les liens avec mon inconscient. Ça, c'est un rituel fort. Puis ensuite, je prends le temps de vraiment m'incarner dans le corps parce que le corps, l'esprit a voyagé pendant la nuit. Donc, je prends le temps par des étirements, par quelques gainages, par quelques exercices de yoga, de me remettre vraiment présent dans le corps. Puis après, moi, je travaille beaucoup avec l'eau. C'est-à-dire que je dynamise de l'eau en posant une intention. Et au moment où je la bois, je pose une intention pour la journée. Je demande aujourd'hui d'être dans la clarté. Je demande aujourd'hui d'aller au bout de ce que j'entreprends. Je demande aujourd'hui d'être courageux. Et donc, je pose une intention et ensuite, je regarde quelle couleur je veux donner à ma journée. Est-ce que je veux que ça soit une journée très active? Est-ce que je veux que ça soit une journée très douce? Et une fois que l'intention est posée, après, je me laisse porter par ce qui me surprend. Et il y a comme ça plein de rituels dans les moments clés, au moment de la douche, par exemple. Je suis en train de m'initier à la douche froide. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça me fait changer les paradigmes. Je me rends compte que ça me fait du bien sur un plan. Mais par contre, quand je prends la douche, toujours, je me dis, voilà, la douche permet de nettoyer toutes mes vieilles croyances. Quand je mange, je bénis la nourriture, je remercie la nourriture de me nourrir et de me donner les oligo-éléments, les vitamines, tout ce dont mon corps a besoin. Donc j'utilise toutes les choses du quotidien, de l'incarnation, pour nourrir mon esprit. Et j'aime cette phrase de Teilhard de Chardin qui dit « On n'est pas sur la terre pour vivre une expérience spirituelle, mais pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle. » Donc l'intention que je pose le matin, c'est de permettre à mon âme de vivre cette expérience temporelle dans la journée que je vais passer. C'est top. Je vois que ça file. Hein. Il nous reste encore 5 minutes. J'aime bien faire 1 heure, pas plus, parce qu'après, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Quels sont tes prochains projets là pour les prochaines semaines, les prochains mois? Donc, on a compris le film en printemps 2021. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est pas une lecture d'un autre livre? Dis-nous. Ce qui est très étonnant, c'est que justement, le projet, c'est de vivre sans projet, parce que comme on n'arrive pas du tout à se projeter, je ne sais pas combien de temps va durer le confinement. Si ça va durer 1 mois, 3 mois, 6 mois, si on aura d'autres, si les voyages, etc. Donc, ça m'oblige à être prudent dans les programmations que je fais. Je devais partir dans le désert en janvier, j'ai prévu de partir en Mongolie en mai, j'ai prévu de partir en Inde en été, et j'ai aucune idée de savoir si je vais y aller. Donc, ça m'amène déjà à être vraiment dans l'instant. C'est vrai que dans l'instant, là, je multiplie les formations en ligne. On a mis tous nos programmes en ligne pour permettre aux gens, parce que je ne sais pas, quand on a bien sûr un calendrier de stage en présentiel, mais dans le doute, comme on ne sait pas si ça aura lieu, je développe aussi les formations en ligne. Et là, je remets tous mes programmes en ligne. Et puis, l'écriture, parce que c'est ma seconde nature, j'ai encore un livre sous le coude. Moi, je suis un peu comme toi, j'ai besoin d'avoir beaucoup de projets. Et puis, dans ce ralentissement, le Moulin de Beaupré, qui est le lieu où je développe une partie de mes stages, je me rends compte que là, ça fait du bien aussi qu'on soit un peu en confinement. C'est une période bénéfique pour faire des travaux, pour tout ranger, pour remettre les choses à plat. Et on se rend compte qu'un lieu, c'est comme nous-mêmes, ça a besoin de se reposer. Donc là, je vis assez pleinement l'hiver, en fait, et ça me fait du bien. Je te disais tout à l'heure, avant le début du live, que je n'étais pratiquement pas sorti depuis le mois de mars, c'est-à-dire depuis le début du premier confinement. Je n'étais pratiquement pas sorti de mon moulin, alors que 2019, j'ai donné à peu près 200 interventions, conférences et stages partout dans le monde, et là, ça me fait du bien. Donc, je réapprends à être dans une période plus hivernale et qui rentre bien en adéquation avec la période. Génial. Et pour le mot de la fin, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que tu pourrais recommander de mieux aux personnes pour les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années là, qui arrivent devant nous? J'aime dire, pour s'appuyer sur la période, si on ne peut pas sortir à l'extérieur, rentrons à l'intérieur. C'est vraiment cette période, une période propice. Ça sera dans les livres d'histoire. Dans 20 ans, dans 50 ans, on en reparlera. Comme on parle de la grippe espagnole, on en parlera. Et donc, on est en train de créer l'histoire. Et je fais vraiment le vœu de prendre cette hauteur, même si je suis complètement conscient et j'encourage et je suis révolté
ces petits commerces qui sont en souffrance par le confinement, et je suis sur un plan militant par rapport à ça. Mais sur un autre plan, le chaman, on va prendre la hauteur en se disant c'est un ralentissement nécessaire, on a besoin de se réinventer, et donc de ne pas repartir comme on était, c'est un moment hyper privilégié pour ça. Donc, interrogeons-nous, voyons-vous soit le changement, comme dit Gandhi, soit le changement que tu veux voir en ce monde, c'est le moment plus que jamais pour se réinventer. C'est parce que nous, on va se réinventer qu'on va sortir. Moi, je crois qu'il y aura vraiment quelque chose le 21 décembre, parce qu'on rentre dans le solstice, les jours vont être plus longs, et jusqu'au 21 mars, on va avoir des périodes de transformation très fortes. Donc, c'est vraiment un moment, puis ça correspond à l'hiver aussi, un moment pour rentrer en nous, pour se remettre en question, pour rentrer dans l'amour de nous, parce qu'il n'y a pas d'amour de l'autre sans amour de soi, pour rentrer développer la confiance en nous. Parce que quand on va ressortir pour le nouveau monde, on va avoir besoin d'être en énergie. On ne pourra pas sortir de ce confinement en étant fatigué, sinon on va se prendre des... Donc on aura besoin de sortir en étant vraiment ancré, vraiment déterminé sur ce qu'on veut. Et là, je garde beaucoup d'espoir à ce moment-là. Super. Merci beaucoup, Arnaud. Merci pour cet échange. C'était encore très riche. Avec plaisir. Et puis moi, je te remercie aussi, je tiens à le faire parce que tu fais partie de ces ouvreurs de portes dans le monde du développement personnel, de l'éducation, à avoir cette curiosité à passer par les livres, les films, les conférences, et surtout à ne pas cloisonner par l'éducation d'un côté, le chamanisme de l'autre. Et pour moi, tu es vraiment très, très inspirant. Donc, je te remercie de cette interview, puis je te remercie d'une façon générale de ton œuvre. Voilà. Merci Arnaud, merci beaucoup. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?», qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»